Lors d'un précédent épisode, je vous avais parlé de mon amour pour les traces de pas fossilisées, et c'est une discipline de l'archéologie à part entière. Et même si j'ai tendance à prendre mon temps pour une vidéo, j'avais envie de faire une vidéo un peu plus contemplative que mes derniers projets. Cependant, je peux toujours vous faire un court résumé de l'histoire de la discipline et des divers champs d'études associés à celle-ci. Et puis, on va voir des super images trop cool. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'ichnologie, et plus particulièrement de paléoichnologie. La paléoichnologie est une discipline de la paléontologie dédiée à l'étude des traces fossiles, et non des fossiles en eux-mêmes. Issue des racines grecques paléo, qui veut dire ancien, ichnos, qui veut dire empreinte ou trace, et logie, issue du discours, étude et science. La paléoichnologie n'est pas simplement l'étude des traces de pas laissées par ces lointaines grosses bêtes parcourant le sol de notre planète il y a quelques centaines de millions d'années. Il y a plusieurs sous-catégories nommées selon le mode de formation des traces, et on va surtout s'intéresser à une des catégories de la classification éthologique ou comportementale. En 2019, un géologue français du nom de Abderrazak El Albani, qui avait déjà découvert en 2008 au Gabon environ 450 fossiles d'organismes pluricellulaires, et avait de ce fait repoussé la naissance de la vie pluricellulaire de quelques centaines de millions d'années, en les datant entre 2 milliards et 2,3 milliards d'années. Il est fort probable que l'on trouve un jour des ancêtres de ces organismes, car ils avaient déjà eu largement le temps d'évoluer pendant la première période d'oxygénation massive de la planète, qui n'a duré qu'entre 200 et 300 millions d'années. Lorsque 11 ans plus tard, sur le même site, le même géologue a découvert les plus anciennes traces de mouvements fossiles issus d'organismes pluricellulaires, ayant creusé de petits tunnels dans des roches vieilles de 2,1 milliards d'années. Car avant ces découvertes, il était communément admis qu'à cette époque, la vie n'était faite que de bactéries primordiales et d'organismes unicellulaires. Le premier à avoir décrit une trace fossile est ce bon vieux Léonard de Vinci. Mais le coquin n'a pas fait profiter la communauté scientifique de ses découvertes, puisqu'il rédigea ses commentaires dans le fameux codex de Leicester, qui était rédigé en italien et en écriture spéculaire ou en écriture miroir. Sans un miroir, il était presque impossible de lire ce qu'il avait écrit. Entre une couche de roche et une autre, il y a des traces de verre qui ont rampé quand elles n'étaient pas encore sèches. Il avait compris le principe de traces fossiles au début du XVIe siècle, mais la vie qui s'était développée sur la planète préalablement à l'arrivée de l'humain était encore inconnue. L'étude des traces fossiles a connu un essor autour du début des années 1830. Parmi les premières traces étudiées, il y avait des empreintes de dinosaures que les scientifiques d'époque prenaient pour d'anciennes traces de gros oiseaux, plutôt que pour des reptiles. Et depuis, l'ichnologie a évolué de plus en plus jusqu'à devenir une discipline à part entière de l'archéologie et de la paléontologie. Pour commencer, nous allons voir quelques traces de pas d'hominidés fossilisés. Si on trouve de nombreuses traces de pas humains fossilisés datant de plusieurs époques, on arrive tout de même à remonter jusqu'à 3,5 millions d'années, là où l'homme n'était pas encore complètement bipède. En tout cas, la bipédie n'était pas encore le mode de déplacement en vogue. Si ces plus vieilles traces de déplacement d'hominidés sont assez impressionnantes, leur morphologie n'est pas similaire à celle de nos pieds. Pour en trouver, nous devons faire un bond de 2 millions d'années en avant pour trouver l'empreinte d'un hominidé semblable à la nôtre. Elle a été découverte au Kenya et elle est attribuée au genre Homo erectus. On en a retrouvé un sacré paquet d'autres, comme dans cet ensemble d'empreintes préhistoriques, le plus grand jamais découvert en Afrique, et datant d'environ 10 000 ans. 408 empreintes de pas fossilisées dans d'anciennes coulées de boue volcaniques, que le temps avait recouvert de sédiments protecteurs. En France, il y a une grande diversité de traces également. Sur une plage normande, la plus grande concentration de traces de pas néandertaliens ont fait l'objet d'un sauvetage presque in extremis. Découvertes en 1960 par un amateur, elles n'ont commencé à être étudiées qu'en 2012, dans le but de les sauver du temps et de l'érosion qui risquait de les détruire. Depuis, à raison de 3 mois par an, plus de 250 empreintes, issues d'un groupe de 10 à 13 personnes, ont été étudiées, moulées, voire découpées, pour être préservées. Elles étaient à la base dans un sol qui était boueux et herbeux, avant d'être recouvert par le sable. Et avant cette découverte, il n'y avait qu'une dizaine d'empreintes de pas néandertaliens répertoriées à travers le monde. La majorité des empreintes trouvées nous arrivent grâce à un processus de conservation qui est à chaque fois un surprenant concours
de circonstances. Il faut d'abord un sol mou qui conserve bien les empreintes, et il faut qu'il sèche vite et ou soit très vite recouvert de sédiments protecteurs. C'est en partie pour cette raison qu'on retrouve beaucoup d'empreintes dans des lieux qui étaient jadis marécageux, proches des océans, voire carrément dans les océans peu profonds. Mais il arrive également que des traces nous arrivent de milieux qui étaient à une époque lointaine, complètement arides. Passons maintenant au gros de la vidéo. Je suis pas gros, je suis jovial et épanoui. La première empreinte trouvée, j'en ai déjà un petit peu parlé. Elle a été trouvée en 1934 et était datée de 243 millions d'années. Ah oui, ça date un peu plus que celle des hominidés qu'on a vues précédemment. Et si vous vous demandez comment on peut dater une empreinte de dinosaure ou d'humain, je vous répondrai qu'il y a plusieurs façons. Tout d'abord, on peut prendre en compte la couche archéologique ou la strate. Et dans les strates, il y a des sédiments qui sont potentiellement datables avec une des nombreuses techniques à la disposition des scientifiques. Et les connaissances des spécialistes maintenant sont extrêmement développées et permettent de reconnaître la faune ou la flore dans laquelle évoluait le dino et de le replacer dans une époque qui était la sienne. Donc la première empreinte trouvée n'a été définie qu'après de longues délibérations. Et après avoir longtemps cru que ces empreintes étaient celles de gros oiseaux disparus, les scientifiques ont admis qu'elle appartenait au plus récent des ancêtres communs des oiseaux et des crocodiles, et faisait partie de la famille des archosaures, et appartenait probablement à des Prestosuchidae, c'est déjà un bon croco des familles. Depuis, des milliers d'empreintes ont été trouvées, et quand je dis des milliers, elles se trouvent parfois sur le même incroyable site. En Bolivie, dans une carrière de sucre bien incrustée dans un rocher calcaire de plus d'1 kilomètre de long pour 100 mètres de haut, on a retrouvé une des plus grandes concentrations d'empreintes avec plus de 400 séries de pas différentes pour 8 espèces de dinos différentes. Soit au total 5055 empreintes quasiment à la verticale, découvertes en 1985 et datant d'environ 70 millions d'années, pendant le Crétacé. Je vais commencer déjà par vous dire que non, les dinos n'étaient pas des grimpeurs chevronnés. Si ce rocher est aujourd'hui à la verticale, c'est grâce au mouvement des plaques tectoniques que les bords de la rivière Pla se sont mués en rochers de plus de 100 mètres de haut. Comme pour les autres, il a fallu une succession de climats secs, puis humides, puis secs, puis humides, afin qu'elles puissent être conservées puis recouvertes des sédiments protecteurs. Plusieurs genres ont été reconnus, comme les théropodes, les ankylosauridés, les ornithopodes ou les sauropodes. Il y a également des traces de titanosaures ou d'iguanodons, mais difficile de toutes les différencier vues d'ici. Et si vous trouvez ce site impressionnant, et il l'est, attendez de voir ce que j'ai trouvé pour le tyrannosaure. Mais ça, c'est en fin de vidéo. Nous avons la chance en France d'en avoir de belles également, comme la plus longue piste d'empreintes de sauropodes du monde entier. Découverte en 2009 par 2 amateurs naturalistes, et après 2 années à étudier le site, les chercheurs du laboratoire de géologie de Lyon ont estimé que c'était la plus grande piste de sauropodes courant sur plus de 1500 mètres de long pour 110 pas successifs et datant du Jurassique, soit environ 150 millions d'années. À cette époque, l'endroit était une mer peu profonde, entourée très probablement de chapelets de petites îles abritant la végétation susceptible de pouvoir rassasier les plus gros animaux terrestres n'ayant jamais existé. Des empreintes qui faisaient parfois plus de 1 mètre de diamètre pour des enjambées en moyenne de 2,80 mètres et pour une moyenne de 4 km/h. Et si vous vous posez la question, il y a 2 approches de base pour estimer la vitesse d'un dinosaure. On peut comparer la vitesse connue d'animaux de taille et de constitution physique similaire. Mais on peut aussi mesurer la distance entre les pas sur une piste de plusieurs empreintes fossilisées, et ces mesures permettent de calculer la vitesse estimée. Je vous passe la formule permettant de calculer précisément la vitesse de l'animal, en prenant en compte la taille des pas, la distance entre les pas et la hauteur de la hanche de l'animal, qu'il calcule à partir de la taille de son pied. Le contexte environnemental peut également être pris en compte pour comprendre comment le dino se déplaçait. Et c'est le cas de cette petite et toute mignonne piste laissée dans le Grand Canyon par ce qui pourrait être un lointain cousin du lézard. Mais si on regarde bien, enfin, pas nous, parce qu'on comprendrait pas grand chose, mais si les spécialistes en se penchant de près dessus, voilà, là on est prêt, remarquent que la petite piste n'est pas totalement droite, c'est en partie parce que le petit bonhomme essayait de gravir une dune de sable. Pour le détail, c'est aussi une des seules empreintes de pas qui a été retrouvée dans la couche du Carbonifère, à une époque où tous nos continents n'en formaient qu'un seul, la Pangée. Il y a une grande inconnue lorsqu'on parle de dinosaures.
et c'est comment était leur peau. Grâce à la paléoichnologie, il est possible d'avoir un aperçu des motifs à la mode pour les dinos. En effet, très rarement, la trace de pas était imprimée avec le motif de la peau. Si les empreintes fossilisées sont courantes, les imprimés peau vieux de 120 millions d'années sont extrêmement rares. Mais certaines empreintes découvertes portent encore des marques partielles de peau. Mais en 2019, 5 empreintes ont été trouvées avec le motif de peau le mieux imprimé de l'histoire. Quoi de plus classe que le motif de Minisauripus. Et Mini, ça il l'est. C'est le plus petit des dinosaures découverts. Il mesurait probablement moins de 20 cm de long. Son existence n'est attestée que par le fait qu'on a découvert ses empreintes. Et on en a découvert sur près de 10 sites différents. Maintenant, on va avoir une belle curiosité trouvée en France, encore une fois. Mais quand je dis en France, je parle du sous-sol de la France. Et non, il ne s'agit pas de dinosaures troglodytes. Surtout qu'il s'agit d'empreintes de sauropodes, dont certaines peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre de long. Difficile de mettre tout ça dans une grotte. Et puis, il y a 3 pistes différentes, donc probablement 3 animaux différents. Ah, et puis, la piste se trouve au plafond de la grotte. Alors soit ce sont des bestioles avec des pouvoirs insoupçonnés, soit il faut voir l'explication autrement. Ici, ce sont des contre-empreintes. On les voit du dessous, à une époque où le coin était une lagune bordée de conifères, d'énormes sauropodes marchaient tranquillement pour se repaître de la végétation environnante, sur un sol tout à fait plat. Mais la tectonique des plaques a encore une fois fait son office. Puis vinrent les premières infiltrations d'eau et l'érosion fit le reste et creusa lentement cette roche pour créer cette piste de spéléologie pour débutants. Des centaines de personnes étaient déjà passées par là sans jamais rien remarquer. La paléoichnologie nous permet de faire des découvertes parfois incroyables, mais parfois également, elle peut confirmer des soupçons ou des spéculations de paléontologues, et c'est très probablement le cas pour ces dernières empreintes que nous allons voir. Le tyrannosaure est un des dinosaures favoris du grand public. Est-ce que parce que c'est un des plus grands carnassiers de l'histoire du vivant, avec des dents allant de 10 à 15 cm? Grâce à la paléoichnologie, une découverte au Canada a permis aux spécialistes de potentiellement affirmer une théorie de la paléontologie. Le tyrannosaure chassait probablement en groupe. C'est ce que nous confirment ces 3 ensembles d'empreintes découvertes au Canada sur un site repéré en 2001 par un chasseur. C'est la première fois que plus d'une empreinte de T-Rex est découverte sur un même site. Selon les experts, ces 3 ensembles d'empreintes, toutes tournées dans la même direction, sont une potentielle preuve que les tyrannosaures chassaient en groupe. Tandis que d'autres empreintes présentes sur le site et représentant d'autres dinosaures allaient un peu dans tous les sens et permettaient d'appuyer le fait qu'il n'y avait pas de contraintes environnementales qui auraient forcé le groupe de 3 individus à tous se diriger dans la même direction. Voilà, c'était une petite vidéo sympathique pour vous partager un de mes petits plaisirs. Si vous cherchez des infos supplémentaires sur la paléontologie et les dinosaures, il y a des tonnes de chaînes YouTube qui seront mieux placées que moi pour vous l'expliquer, comme par exemple tous les membres de la Paléosphère, une association regroupant de nombreux vulgarisateurs sur le sujet. Merci à tous de votre soutien. Très bientôt, un nouveau et gros projet verra le jour, mais en attendant, je ferai plus de petites vidéos contemplatives comme celle-là. Merci à tous d'avoir regardé ce 6e épisode de la chaîne Oisifologie. Allez, salut!